Eh bien écoutez, bonjour à tous. Alors on se trouve aujourd'hui chez Sportcom et j'ai en face de moi une merveilleuse personne. Alix, bonjour. Bonjour Amélie. Il me tardait de te rencontrer en préparant cette interview. J'ai pas su par où commencer tellement le CV était impressionnant. Donc merci vraiment pour ton temps et de se rendre disponible pour nous en tout cas. Avec grand plaisir et merci pour tous tes compliments. Je suis très flattée. On va passer un petit bout de temps ensemble. Et pour commencer, on a toujours des petites cartes qu'on tire. Donc je vais te laisser tirer la carte qui te fait plaisir. Ok. Et tu me diras s'il y a quelque chose qui t'évoque. Je lis. Allez, c'est parti. Retrouve le sens. Oh, ça te parle ? Oui. Pas mal. Tu veux que je développe ? Vas-y, dis-moi. Ok. Première partie. Eh bien, écoute, oui, ça me parle beaucoup parce que l'année dernière a été très, très difficile pour moi. Et j'avais perdu un petit peu le goût du combat, le goût de l'entraînement aussi. Et cette année, depuis la rentrée, là, je me suis beaucoup concentrée sur être douce avec moi-même, développer des projets professionnels qui me nourrissaient, parce que j'étais arrivée à un moment où la compétition me nourrissait moins qu'avant, elle me prenait plus qu'elle me donnait. Voilà, donc oui, retrouver le sens, ça a été vraiment un peu le mot d'ordre cette année. Ouais. Ah, bah alors tu vas nous expliquer un petit peu peut-être les épreuves, les étapes, ce qui t'a construit, ce qui t'a peut-être déconstruit et comment tu arrives à avoir toutes ces belles valeurs aujourd'hui. Pour commencer, toi, t'as grandi où ? Alors moi, j'ai grandi dans une petite ville du 92 qui s'appelle Bois-Colombes. C'est une petite ville très mignonne, le cuicui des oiseaux. Et là-bas, j'ai rencontré mes meilleures copines. Donc quand vraiment j'étais toute petite et qui ne m'ont jamais quittée. Et on s'est vraiment construite ensemble pendant 30 ans, voire plus. C'est trop chouette. Vous êtes suivis même sur le parcours scolaire On n'a pas fait forcément les mêmes études, mais on ne s'est vraiment jamais quittés. C'est même maintenant, moi habitant dans le sud, certaines habitant dans le nord à Lille, on continue à se voir. Là, le week-end dernier, c'était le mariage de ma maman et elles étaient toutes là. Ah, super. Ouais. T'étais quel type de petite fille, ou dans le groupe t'étais plutôt j'avais du caractère. Mais j'ai eu la chance, je pense, d'avoir des parents qui me faisaient vachement confiance. Et donc, ils m'ont beaucoup expliqué des choses et ils m'ont laissé un peu gérer comme je l'entendais, déjà petite, en étant hyper vigilant et en faisant attention. Mais ils m'ont jamais empêché trop des choses. Donc, du coup, j'étais responsable. Sur quoi ? Sur de la création ? Sur des petites prises d'initiative que tu avais ? Je me souviens d'un truc. En fait, mes amis m'ont rappelé un truc que faisait ma mère, enfin, a fait quelquefois ma mère. Elle savait qu'elle n'arriverait pas à nous empêcher d'aller en boîte de nuit quand on était ados. Ouais. Donc, elle avait décidé de l'organiser pour nous. Ah, super. Donc, elle nous emmenait. Okay. Elle se mobilisait avec les autres mères et elle nous emmenait et venait nous rechercher ou nous commander des taxis pour venir nous chercher. Enfin, vraiment, on avait 16 ans. C'est génial. Mais elle était plus rassurée comme ça que elle préférait que je me sente libre de leur dire ce que je faisais plutôt que de mentir et oui, c'est ça. Du coup me mettre en danger peut-être. Toi, t'as pas de frustration. T'es pas obligé de mentir, donc tu crées une sorte de ce climat de confiance entre les parents et qui faisait que ça grandissait, que ça vous nourrissait peut-être les uns les autres. C'est ça. Ouais. Tes parents faisaient quoi ? Mes deux parents, ils étaient dans l'informatique, dans 2 sociétés différentes, et voilà, ils étaient des geeks. Et toi, par rapport à ça. J'ai lu que tu faisais, en effet, il y a du sport, il y a de l'acting, il y a metteur en scène, il y a plein de choses, de la boxe. Qu'est-ce qui a été là en premier ?
Est-ce que tu saurais dire, est-ce qu'il y a eu des choses peut-être plus en mode loisir, peut-être sur de la gymnastique, ou est-ce que tu as toujours été cet enfant peut-être qui inventait des pièces de théâtre? Souvent, ils font ça les enfants devant les parents. Oui, des spectacles. À chaque fois que mes parents invitaient du monde à la maison, je crée un spectacle. D'accord. Avec des déguisements et la totale. Après, la gym, ça a fait partie de ma vie pendant plus de 10 ans quand même. Je l'ai pratiqué en compétition, individuelle et par équipe. Donc ça a été très très présent dans ma vie. Donc en parallèle du coup de ta période scolaire? Oui. J'étais petite, j'ai fait de la gym de mes 7 à mes 18 ans environ. Ok. Et à l'époque, donc la gym, c'était beaucoup d'heures quand même par semaine. Et je rêvais de faire du théâtre. Mais bon, les horaires, ça coïncidait pas. Donc on avait laissé tomber avec mes parents. Ça faisait quand même beaucoup d'activités. C'est ce que j'allais dire, parce que là, déjà la gym prend du temps, et puis tu vas avoir le brevet, le bac, enfin voilà, tous les partiels. Ouais. Donc on avait laissé tomber. Et à un moment aussi, j'avais voulu faire un sport de combat, donc du karaté, en l'occurrence, comme mon père, parce qu'il avait fait du karaté. Donc c'était un petit peu, c'était déjà un petit peu présent. Et puis, donc à l'époque, j'avais 7 ans, donc on devait être en 1994. Et dans ma ville et dans les villes autour, il y avait un seul club de karaté. D'accord. Mes parents s'étaient renseignés et ils m'avaient dit, bah non, en fait, désolé, mais c'est ouvert que pour les garçons. Ok. Et à l'époque, ça n'avait choqué personne. Et c'était hier. Enfin, je veux dire, c'était très récent. Ouais. Et on s'était juste dit, bon, bah, mince. D'accord. Et même pour toi, ça t'avait sorti ça de ta tête à ce moment-là? Oui, bah, je m'étais dit, bah, tant pis. En même temps, j'étais quand même bien occupée. La gym, c'était vraiment une grande passion pour moi. Donc, j'avais pas besoin de me nourrir profondément avec quelque chose qui n'était pas là. Mais tu vois, ça m'a marqué quand même. Il y a déjà eu ce premier pas, en tout cas, avec une volonté forte. Et c'est à ce moment-là où tu as eu ce titre de vice-championne? Non, et ça arrivait plus tard. Donc là, j'étais vraiment petite. Et mon titre de vice-championne de France, je crois que j'avais 15 ou 16 ans. Okay. Donc ça arrivait un petit peu plus tard. Après, j'avais fait quelques résultats aussi par équipe. Mais ouais, j'ai un peu fini la compétition. Ça a été une de mes dernières compétitions. Mais j'imagine que quand on est vice-championne, comme tu le disais, il y a tout ce temps à consacrer. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu pourrais dire aussi que tu as acquis ou tu as nourri peut-être une certaine rigueur, un peu ce mental de sportif, il a commencé à ce moment-là? Oui. Mais je pense que mon père, il m'a transmis le goût du dépassement de moi-même. Mon père était très sportif aussi. Okay. Donc j'ai baigné un peu, même s'il me forçait à rien du tout, j'ai baigné un peu avec c'est normal de faire du sport. Et je pense que mon père m'a transmis des valeurs. Je pense que si j'avais été un garçon, il n'y aurait pas grand-chose qui aurait changé dans sa manière de m'éduquer. Donc voilà, j'ai partagé ça. C'était aussi un moyen de tisser un lien fort entre nous, je pense. Et puis, j'étais vachement soutenue dans ce que j'entreprenais de la part de mes deux parents. Vraiment toujours valorisée, encouragée, félicitée. Oui, puis très présent, parce que tu dis entre tout le parcours scolaire qu'il faut suivre, les soirées avec les copines qu'il faut où il faut emmener, plus les compétitions. Enfin, du coup, je pense qu'en effet, il y a des liens autres qui se créent que quand on a un parcours juste scolaire et on n'a pas toutes ces activités-là à côté. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé à sortir et avoir une vie qui changeait, une vie d'adolescente ou jeune adulte qui changeait, là, j'ai eu moins envie de faire de la gym 5 fois par semaine et faire des compétitions. J'étais aussi devenue un peu la plus vieille du club, même si j'avais que 17 ans. Okay. Donc, toutes mes autres copines avaient déjà arrêté, c'était plus pareil. Ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, l'équipe. Être avec d'autres filles avec qui on se challengeait d'une manière vraiment très très saine à l'entraînement et où on construisait un esprit d'équipe vraiment
très très fort, très très intense. En fait, c'était déjà de la sororité, mais sauf qu'à l'époque, on n'utilisait pas ce mot-là. Et quand je me souviens de tout ça, c'était vraiment un milieu extrêmement féminin, extrêmement challengeant et en même temps plein de douceur et plein de soutien. C'est ce que j'allais te demander, s'il n'y avait pas entre filles, on dit souvent qu'entre filles, il peut y avoir ce petit esprit peut-être un peu plus compétition ou un peu plus vicieux peut-être. Ça, tu l'avais pas du tout. Non, mais parce que ça, je pense que c'est une idée reçue qui est énormément véhiculée dans l'industrie du film. On a beaucoup montré, ça change un petit peu aujourd'hui, on est en 2025, le regard sur les relations femmes-femmes évolue aussi dans la culture. Mais si on regarde vraiment à peu près tous les films qui ont été tournés avant les années 2000, avant 2010, les femmes ne se construisent... ne sont que dans des rapports de rivalité. Bien sûr. Et c'est faux. Bien sûr, il y a des cons partout, ça c'est une certitude. Mais moi, les meilleurs soutiens que j'ai reçus dans ma vie, ils venaient d'amis IE. Ouais. Toujours. Et la gym, sans cet esprit d'équipe, en individuel, ça aurait été possible ou pas, tu crois ? Oui, mais... tu avais besoin d'avoir ce groupe. Oui, on s'entraînait ensemble. Ouais. Et après, il y avait des compétitions par équipe, des compétitions individuelles. Mais l'entraînement, il était toujours... On était ensemble, quoi. On se déplaçait ensemble pour les compétitions, parce que si moi, je matchais en individuel, a priori, j'étais pas la seule de l'équipe à le faire. Donc, il y avait quand même toujours ce soutien. Et puis... La gym, c'est tellement difficile, il y a quand même peu de surprises. Il n'y avait pas vraiment de rivalité parce que je me souviens, il y en avait une qui était vraiment beaucoup plus forte que nous toutes. Et après, on avait tout un peu des niveaux quand même un peu différents. Donc il n'y avait jamais trop de surprises en fait. Qui arrive la première de l'équipe, la deuxième, la troisième, machin. Mais c'est déjà hyper chouette de se dire qu'on peut compter les uns sur les autres et qu'on grandit et qu'on s'élève tous en fait un petit peu sur des mêmes valeurs. Oui, c'était... moi, vraiment, la gym, en tout cas au sein de ce club, ça m'a appris un esprit de compétition, à me dépasser, mais d'une manière vraiment hyper saine, parce que ça n'empêchait pas vraiment l'esprit d'équipe. Et jamais on ne se marchait dessus. Il n'y avait pas d'humiliation, il n'y avait pas de tentative de dominer les autres. On était vraiment une équipe et des bonnes copines, quoi. J'imagine que du coup, quand tu dis j'ai pris la décision malgré tout d'arrêter, ça devait être un crève-cœur malgré tout. Et comme tu dis, besoin de passer à autre chose, peut-être de tester autre chose, parce que tu as peut-être ce côté très créatif dans le challenge où tu dis tiens, je vais peut-être aller ailleurs. Qu'est-ce que tu fais après ça ? Après ça, je fais mes études. Okay. Je fais mes études et je sors beaucoup. Donc avec mes copines que je t'ai citées un peu plus tôt, toujours le même groupe d'amis, on fait les 400 coups un peu, hein, donc quand même voilà, une vie on teste voilà, exactement. Et on a beaucoup rigolé. Ça c'est chouette. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ouais. On s'est vraiment on s'est créé de magnifiques souvenirs, de super belles galères. Et voilà, pendant ce temps-là, je me suis un peu cherchée, j'ai fait des études. Après, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu avais une vision sur, tout ce qui est sportif, c'est peut-être le loisir. Exactement. Et j'ai envie de faire quelque chose, on va dire, plus comme mes parents, peut-être. Est-ce que là, à cette période, tu sais un petit peu vers où tu vas ou encore pas du tout ? C'est assez flou. Okay. Et puis, on finit par trouver un truc qui me plaît en discutant longuement avec mon père. Et donc, je démarre des études dans l'immobilier. Oui, là, j'étais pas prête à l'immobilier. Alors, je suis pas restée longtemps. Et j'ai eu mon diplôme. Et tout de suite après, je suis partie. Ça m'intéressait pas du tout de démarrer une carrière. Ça m'angoissait, en fait. Qu'est-ce qui t'angoissait ? Le côté enfermé dans un bureau ou... Alors, en tant qu'agent immobilier, j'étais pas trop enfermée dans un bureau, mais c'était le côté super engageant de je démarre maintenant. J'avais 21 ans. Okay. Je démarre maintenant et ça va être ça ma vie pour les 15 prochaines années.
j'avais l'impression que j'avais pas encore assez vécu pour pas assez profiter, mais pas profiter d'une manière irresponsable en faisant n'importe quoi, mais j'avais faim de découvrir plein de choses, de voyager. Oui, ou avoir plus d'émotions peut-être dans ton quotidien et de laisser évacuer certaines choses. Ouais. Et probablement c'était pas suffisamment une évidence pour moi cette voie professionnelle. Du coup, je me suis dit bon, je ferai ça après. Donc je suis partie vivre à Londres. Puis ça m'a pas suffi. Donc après je suis partie en Australie. Et l'Australie, c'était un pays magnifique. Mais tu y vas pour travailler ou tu y vas pour vraiment découvrir le pays ou travailler pour en effet pouvoir te payer ton voyage? Je travaille sur place et j'ai aussi fait un road trip pendant 2-3 mois où j'ai ponctuellement travaillé sur le chemin, mais j'avais économisé pour justement ne pas avoir à travailler ou si je trouvais pas de travail, ne pas être trop en galère en plein milieu de nulle part, parce que c'est quand même c'est pas la France, l'Australie. Et voilà, donc j'ai vu des paysages incroyables. Et puis là, la France a commencé un petit peu à me manquer. Mes amis aussi, ma famille. Donc, est-ce que tu étais partie toute seule et j'étais partie avec ton sac à dos et... Ouais, un peu. J'étais partie avec mon ex, un garçon que je fréquentais à l'époque, mais on n'est pas revenus ensemble. Les voyages, des fois. Et voilà, je suis revenue en France et là, j'ai démarré le cours Florent. Donc, j'ai vraiment toujours rêvé d'être actrice. Comme tu le disais, c'était un peu de l'enfance où tu crées ces petits spectacles. Et il y a pas, des fois, c'est l'influence d'une copine ou de quelqu'un qui t'a dit bah tiens, je viens de rentrer à l'école, machin. Et toi, tu dis bah oui, pourquoi pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que c'était un copain, pour le coup. Qui était avec moi dans mes études d'immobilier et on va dîner un soir et il me parle du cours Florent, il s'est inscrit au cours Florent, il m'en parle. Et là, je me suis dit, bon, déjà, il a l'air d'adorer, il me raconte ce qu'il fait, je me dis, mais ça a l'air génial. Excellent. Et de par son témoignage, entre guillemets, j'ai réalisé que, mais en fait, c'est un métier, ça peut s'apprendre. C'est pas juste t'es repéré dans la rue par Spielberg et tu deviens actrice. C'est, en fait, on peut faire des études de théâtre et de caméra et devenir comédienne. C'est un métier qui s'apprend, en fait. Est-ce que du coup, tu te dis, en fait, il y a cette sorte d'évidence aussi de se dire, en fait, c'est fait pour moi. Il n'y a pas de question sur le sujet. Avant de démarrer, j'avais très envie, mais je savais pas si c'était fait pour moi du tout. Je me cherchais un peu, je revenais de 3 ans à l'étranger, je savais pas trop ce que j'allais faire, je bossais dans la restauration, j'avais pas l'intention de faire durer ça. Et puis en fait, cours Florent, j'ai fait un stage d'accès, ça s'appelle comme ça, et là j'ai su direct que c'était ce que je voulais faire. Et là ça explose, ou en tout cas c'est parti, ça se propulse. C'est parti, énorme passion, donc énorme implication parce que ça me plaisait tellement. Alors j'avais pas un rond, je bouffais des coquillettes, j'étais toute maigre mais j'étais super heureuse. Qu'est-ce qui te nourrit à ce moment-là? C'est le côté jouer des rôles, tu te sens libérée. Qu'est-ce que ça te procure au quotidien, en fait, le fait de jouer? T'as des angoisses où en effet tu dis je mange des coquillettes, ou t'as peut-être la vision des factures où tu dis ça va être compliqué, et malgré tout c'est libérateur, ça permet d'évacuer? Je sais pas si ça permet d'évacuer. Moi j'avais pas l'impression de sortir des choses, j'avais l'impression de me remplir de plein de choses, au contraire. Alors je savais pas trop pourquoi ça me plaisait autant, et à la fin de ma première année, j'avais une carte d'étudiante, tu vois. Et sur chaque carte d'étudiant, il y avait au dos, il y avait une citation. J'avais jamais fait gaffe à ce qu'il y avait écrit sur la mienne. Et puis je la retourne et puis je vois cette citation, je la lis. Et c'est une citation de Louis Jouvet qui dit: on fait du théâtre parce qu'on a l'impression de ne jamais avoir été soi-même et qu'enfin on va pouvoir l'être. Et je me suis dit, mais c'est ça pour toi. C'est ça.
Elle est très belle cette citation. C'est magnifique. J'étais très émue quand je l'ai lue parce que je me suis dit, ça y est, en fait, je sais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les mots qui expriment ce que je ressens. Et je n'arrivais pas, moi, à mettre des mots sur mon sentiment. Ouais, c'est vraiment ça. Tu avais vraiment l'impression d'être toi-même, de pouvoir exprimer réellement sur scène. Oui. On parle beaucoup de la notion de personnage, il faut jouer Juliette ou il faut jouer Roméo. Moi, je ne crois pas du tout à la notion de personnage, je crois aux acteurs et je crois au texte. Juliette, elle n'existe pas, par contre, il y a un texte qui existe, c'est Shakespeare qui l'a écrit. Et quand moi, je rentre sur scène, c'est pas Juliette qui rentre, c'est Alix qui va dire le texte de Shakespeare. Et sans filtre, sans masque, sans rien, sur scène, on peut être tellement... nu de tout et ça n'arrive jamais ça dans la vie parce qu'on porte toujours notre masque de prof, de agent immobilier, serveuse. Là avec toi aujourd'hui, je porte un masque de j'ai créé mon atelier, même si c'est une vraie partie de moi et que je suis sincère. Une posture, voilà, plutôt qu'un masque. C'est le mot posture qui me venait en tête, où on ne libère pas ses émotions parce la posture fait qu'on se cadre, comme une armure. On parlait d'étau aussi en off tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est qu'inconsciemment, je pense qu'on se met dans une direction et à côté, il y a plein d'émotions qui ont envie de vibrer à l'intérieur et qu'on ne laisse pas du tout vivre, en fait. Ouais, parce qu'on veut bien faire, quoi. Et sur scène, c'est autre chose. Et comment tu te fais, même chose, repérer? Comment tu arrives à être metteuse en scène? Du coup, j'ai vu plein de beaux noms, de belles mentions. Comment est-ce que ça grandit tout ça? Alors, un peu par dépit, j'ai envie de te dire, parce que on ne me contactait pas pour jouer. Et moi, je voulais jouer. Donc, je me suis dit, je ne vais pas attendre que mon téléphone sonne. Bon, aussi, je ne suis pas hyper patiente. J'ai besoin d'être dans l'action assez vite. Et puis, c'est vrai que il y avait des textes que je rêvais de monter. Donc, je me suis dit, je ne vais pas attendre qu'on me contacte pour jouer Racine. Je vais monter Racine. C'est super. Ça, c'est ce principe un peu de défoncer les portes, mais dans n'importe quel domaine. Est-ce que tu pourrais dire que c'était un peu ta vision, ton goal à atteindre, et tu t'es dit, entre guillemets, par la porte ou la fenêtre, je vais y aller, je vais me donner les moyens de le faire, en fait. Ouais, tu sais, c'est un peu mon mantra. Si on me fait sortir par la porte, je rentre par la fenêtre. C'est très beau. Bon, faut des grandes fenêtres quand même, mais oui. Vas-y. Franchement, après, je suis aussi dans un milieu où il faut que les gens sachent que tu existes, parce que sinon, pour avoir pour que ton spectacle soit acheté, il faut beaucoup relancer les gens, etc. Si j'avais un métier, pas toute seule, c'est évident. Oui. Et si j'avais un métier, CDI, etc. Oui, j'aurais sûrement un autre mantra. Mais là, oui, il faut quand même se battre pour faire vivre les projets. Je pense aussi que ça s'adapte à la vie de chacun, de dire à un moment quand on veut quelque chose, si on reste dans sa posture, en n'allant pas voir un petit peu le chemin de traverse ou en ne sautant pas au travers des barrières. Oui. C'est vrai que j'ai du mal à croire qu'en effet, on peut avoir des opportunités. On a l'impression que c'est facile en disant, mais attends, mais je regarde tout ce que tu as fait. On me dit, mais elle a de la chance. Non, derrière, il y a cette volonté de toujours y aller. Tu crois que ça, c'est aussi par le sport ou par ton éducation que c'était là? Le sport, donc la gymnastique quand j'étais petite, mais vraiment beaucoup plus la boxe thaïlandaise, parce que c'est un sport de contact, c'est un art martial. C'est une très belle transition sur... Tu la sentais venir, la transition. C'est parce qu'un jour, en effet, tu te dis, pourquoi pas ça? Et tu vas nous expliquer, en effet, pourquoi la boxe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il y a un écart, malgré tout. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai un peu toujours rêvé comme ça, par-ci, par-là, de faire un sport de combat. Donc, le karaté, je l'avais envisagé. Et puis, j'arrive à 30 ans. Donc là, j'ai 38 ans.
je veux répondre aux injonctions qu'on fait aux femmes dans la société et je veux perdre du poids et arrêter de fumer. Ok. Je me dis, très belle intention, pourquoi pas. Très belle intention. Je veux faire du sport, mais pas la salle de sport parce que courir toute seule sur un tapis, j'arrive pas. Donc je me dis, il faut quand même que je trouve un club, un truc un peu où je vais rencontrer des gens, je vais me faire des copines, des copains. Voilà. On est toujours sur cette même chose, encadrer un truc un peu de groupe ou en tout cas qui soit peut-être moteur. Voilà, exactement. Je regarde un peu ce qu'il y a autour de chez moi. Je vois effectivement un club de karaté, puis je me rends compte de ce que c'est le karaté. Je me dis non, les katas tout seul, ça me dit pas trop. Et dans le même club, il y avait aussi un cours de boxe thaïlandaise. Et là, je me dis mais oui, mais ça c'est une discipline que j'avais envisagé de faire aussi il y a quelques années, mais j'avais jamais osé parce que je m'étais dit que j'aurais jamais le cardio pour. Je pensais que tu allais me dire oui parce que j'ai toujours cette chose de l'enfance qui me disait non mais de toute façon tu verras il y a que des gars. Et je vais être un peu peut-être paumée là-dedans. Je pense que ça a joué aussi, parce que je pense que des mecs vont moins facilement se dire « Oh non, j'aurai jamais le cardio, j'y vais pas ». Mais comme c'est déjà pas un endroit qui est, dans lequel on est représenté, nous les femmes, ça demande... une gymnastique de l'esprit quand même plus importante de pousser les portes d'une salle de boxe quand on est une femme que quand on est un homme. Okay. Parce qu'on n'est pas représenté, on n'a pas trop de rôle modèle féminin qui viennent de là. Par contre, des boxeurs pros, des hommes, il y en a partout. On a beaucoup d'exemples. Pour les femmes, il y en a, mais quand même beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus récent aussi. Bref, donc je vois club de boxe thaïlandaise. Je me dis je vais aller faire un cours d'essai. Alors j'étais comme ça, je me sentais pas du tout légitime d'être là. Vous étiez combien ? C'était un cours l'après-midi, donc on était 6. Okay. C'était vraiment un tout petit... Avec un peu de filles quand même. Il y avait 1 ou 2 filles, je crois. Ok. Donc quand même en minorité. C'était pas... Oui, je me souviens plus, mais je crois que ce cours-là, on était peut-être 2. Je me souviens d'une fille, mais je crois qu'on était que 2. Mais c'était vraiment un tout petit groupe, parce que c'est une équipe quand même on est peut-être 150, un truc comme ça. Donc là, ce jour-là, il y avait vraiment personne, quoi. Et... je démarre le cours. Alors effectivement, physiquement, c'est très dur. Sur le plan du cardio, c'est vraiment difficile. Mais je m'en sors. Ça va. J'arrive à tenir. Parce que tu faisais pas de sport, même au cours Florent, tu faisais vraiment, tu as démarré de zéro quasi. Je fumais des clopes et je buvais du vin pas cher parce que c'est comme tous les autres artistes. Je veux dire, comme les étudiants. Oui, comme les étudiants étaient vraiment les artistes un peu poètes maudits. C'était. On n'avait pas des vies très sportives. On parlait beaucoup, on discutait beaucoup, on lisait beaucoup ensemble des textes, mais on faisait pas du tout de sport. C'était pas du tout la vibe. Et donc là, je démarre dans ce club. Et là, la discipline me plaît terriblement. Je me dis, mais c'est génial. Qu'est-ce que tu ressens ? Génial. En quoi tu te dis je me sens forte. Et tu vois, dans mon métier d'actrice, dans mon rôle d'actrice, je pensais qu'il fallait surtout que je sois jolie et désirable. T'avais, le stéréotype. Absolument. Et c'est-à-dire que j'essayais même pas d'être drôle, alors que je suis une fille apparemment super marrante. J'essayais même pas d'être drôle. J'étais vraiment enfermée dans un truc de construction hyper genrée et sexiste vis-à-vis de moi. Et du coup, c'était en plus pas terrible ce que je faisais parce que c'était pas vraiment mon emploi. Je m'en rends compte maintenant avec beaucoup de recul. C'est ça, c'est qu'en fait, là où tu me disais tout à l'heure, finalement, je pensais que le métier d'actrice me libérait, où j'étais vraiment moi. Finalement, peut-être que c'était ça au début et que tu t'es réenfermée dans le cliché, en tout cas dans ce qu'on te demandait d'être. Et t'étais plus réellement toi à la fin, en fait. Tout à fait. Après, je pense que à une période de ma vie, j'avais envie de raconter des choses. Il y avait vraiment des choses qui me touchaient très personnellement, que j'ai eu besoin vraiment de raconter. Et après, quand la boxe est arrivée dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plein d'autres choses que j'avais pas du tout explorées, qui faisaient partie de moi aussi, mais que j'avais vraiment ignorées. Bref, donc, je démarre cette discipline. Je me sens forte. C'est dur, mais je me dépasse, donc je suis fière de moi. Le coach qui dirige ce club, Rodrigo Alamos, pour les connaisseurs, c'est quelqu'un qui est mondialement connu. Moi, je débarque total à l'époque. Je ne sais pas du tout qui est ce monsieur.
Voilà, il a formé un nombre incalculable de grands champions, de grandes championnes. Et je vois en face de moi un homme vraiment généreux, passionné. Bienveillant. Bienveillant, bien sûr, oui, bienveillant. Et exigeant. Moi, je suis quelqu'un de très exigeante. Et je me retrouve dans son exigence parce que c'est une exigence avec beaucoup de bienveillance. Donc, il te pousse. Mais il y a peut-être du respect sur la personne que tu es, en fait. Beaucoup. À côté de ça. Et je vois qu'il a la même exigence pour les loisirs que pour les compétiteurs, et pour les femmes que pour les hommes. Et ça m'a plu. Okay. J'ai trouvé qu'il était juste. Donc, je continue. Là, c'est en mode un peu passion, finalement. Complètement. Tu continues à côté le cours Florent. Oui. Je crois que non, à ce moment-là, j'avais terminé mes études. Mais du coup, nouvelle passion qui rentre dans ma vie. Je suis à fond dans cette discipline, mais c'est vraiment super dur. J'ai vraiment des courbatures de dingue. Faut s'entraîner beaucoup pour progresser. Moi, c'était mon choix. Si je veux m'y mettre. Moi, c'était mon choix d'être vraiment investie et d'y aller à 100% à chaque fois. Mais sur des pratiques loisirs, enfin, je veux dire, vraiment, c'est un sport qui peut s'adapter à tous les niveaux, à tous les désirs aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a envie de se dépasser comme un malade sur chaque entraînement. Moi, c'était mon cas, mais moi j'ai plein de copines, elles sont pas du tout dans cette vibe-là, mais elles adorent parce qu'elles arrivent à trouver un endroit quand même où elles se dépassent, mais elles sont pas aussi fatiguées, quoi. C'est un sport aussi qu'on adapte hyper facilement au sport santé, donc pour les seniors ou les personnes en surpoids. Non, c'est vraiment, on peut développer. Ouais. On peut développer tout un panel de niveaux de difficulté, si tu veux, parce que il y a beaucoup de mouvements différents. Ça travaille beaucoup les appuis, et puis la boxe, on travaille la lucidité, on travaille le timing, on travaille les enchaînements, comme en danse. On invente des... Tu retrouves un peu la gym peut-être. Oui. Notion de tempo. Ouais. Et puis la précision du mouvement que j'avais dans la gym, j'essaie de la mettre aussi dans la boxe. Tu dis qu'il y a différentes occasions pour cette boxe. Toi, t'allais y chercher quoi? C'est vraiment juste une histoire de dépassement ou ce côté un peu challenge est encore toujours plus? Alors, au début où j'ai commencé, j'aurais jamais imaginé que je ferais de la compétition. Oui, tu es double championne de France. Oui, c'est ça. Même. C'est énorme. Je n'en reviens toujours pas. En commençant à 30 ans, et vraiment, l'état d'esprit que j'avais à l'époque, c'était vraiment, c'est trop tard pour moi. C'est fini. Oui, c'est comme la danse. Si on commence jeune. Oui, voilà. On ne peut pas commencer à l'âge que j'ai. Oui, voilà. Pour toutes les disciplines, c'était vraiment ce que je pensais de toutes les disciplines. Et mais par contre, j'en rêvais. Je me disais, oh là là, j'aurais trop aimé faire des combats, me challenger jusqu'à... Enfin, c'est vraiment le challenge ultime, quoi. Donc, mais bon, je m'investis vachement. Je m'entraîne pas tous les jours, hein, loin de là. Mais je m'investis. Et puis, je sens que Rodrigo, le coach, comment dire, je vois dans son regard qu'il est fier de moi. Que lui a perçu quelque chose, peut-être que toi t'as pas. Peut-être qu'il imaginé. Ouais, peut-être. Et en tout cas, ce que j'ai vu dans son regard me concernant, c'est vrai que ça m'a motivée encore plus. Et puis très rapidement, au bout de 3 mois de pratique, il me propose de faire un combat. Donc c'est un tout petit truc, hein, c'est un interclub. Au bout de 3 mois quand même, donc faut le faire. Au bout de 3 mois. Et là, j'étais sciée, quoi. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est possible. Et tu y vas, et pour toi, c'est malgré tout une évidence. Ou pas? Le combat en lui-même, tu veux dire? Oui, c'était une évidence. Sur le ring, c'était un premier combat, donc c'était pas beau, c'était vraiment pas technique, c'était très laborieux, mais
mais par contre, quand on regarde les vidéos, on m'avait filmé, quand je regarde les vidéos après, je me dis, oui, bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais par contre, il y a un truc qui est flagrant, c'est que je me pose pas de questions, je fonce, quoi. Et j'ai tellement tout donné. C'était des tout petits rounds, c'était des rounds de 1 minute. Ah oui, d'accord. Oui. Donc c'était rien du tout. Mais j'étais en apnée totale. Comme j'avais aucune expérience, je ne respirais plus. J'étais. Et la fille en face, en plus, était vachement plus lourde que moi. Elle trichait en plus. Donc, j'étais pas contente et ça m'avait mis encore plus le fuego, quoi. Et donc, j'ai gagné ce premier combat. Et en descendant du ring, j'avais vraiment plus de force du tout dans les jambes. C'est là que je me suis rendu compte de l'effort que j'avais fourni pour juste 3 fois 1 minute. Mais peut-être que ce premier combat, il a aussi marqué, c'était peut-être un pivot pour te dire, en fait, go, j'ai envie de retenter encore mieux. J'imagine que là, tu me parles de challenge depuis le début. Forcément, ça va te suivre. Ah oui. Et puis, ça m'a... Je vais te raconter un truc. Pas très longtemps après ce premier combat, je passe un casting. C'était un gros casting, un truc vraiment un gros truc. Et donc j'étais hyper stressée dans la salle d'attente avant que ce soit mon tour. Vraiment, je me mettais une pression de malade. Il y avait un enjeu, mais énormissime. Et puis d'un coup, je me dis, mais tu stresses pour ça. Il y a 2 semaines, t'es montée sur un ring, t'as fait un combat. Ça, c'était difficile. Ça, c'était vraiment difficile. Là, aller faire ton casting, que t'as bossé en plus à mort, que vraiment, j'aurais pu le dire à l'envers, le texte, tellement je le connaissais. Mais ça, c'est facile. Et si c'est pas de la joie, il faut arrêter. C'est ce que j'allais te dire. Quelle différence t'as vue entre ces 2 challenges, finalement, ces 2 compétitions, entre un qui te semblait plus facile que l'autre, c'est que tu te sentais peut-être plus libérée, et un où tu avais ce cadre, en fait, qui t'empêchait d'être toi-même et qui te faisait pas aller au bout? Je pense que dans mon métier d'actrice, pendant vraiment longtemps, j'ai voulu plaire, j'ai voulu bien faire, j'ai voulu être bonne élève et j'ai manqué d'insolence. Et du coup, je faisais très bien le travail, mais je pense que ça ressortait pas du travail, très bon travail que d'autres actrices peuvent fournir aussi. Et est-ce que tu crois que ça provoque de la peur de se dire que vu que je fais que le travail et que tout le monde ne fait que le travail, je peux être évincée demain, alors que sur le ring, c'était toi, comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est moi, donc la manière d'avoir mes appuis, d'avoir mon timing, ça n'appartient qu'à moi, et finalement, là, j'ai une vraie place à jouer. Alors que si tu fais le rôle comme tout le monde peut le faire, tu t'enfermes peut-être. En fait, sur le ring, tu peux pas réfléchir. C'est que de la réaction. Ok. Il y a toi, ton adversaire bien sûr, et ton coach qui te parle pendant le combat. Donc il te donne des instructions, te crie des instructions plutôt. Et même les spectateurs qui font du bruit, qui crient ton nom, le nom de ton adversaire, tu captes rien. Enfin, moi je capte pas grand-chose. Parfois ça me parvient, mais c'est c'est vraiment une toute petite bulle. Okay. Et en fait, j'ai jamais ressenti autant cette sensation de ici et maintenant. T'es là et en fait, il n'y a plus rien qui existe. Okay. Quand je vais passer un casting ou que je monte sur scène, t'es moins sollicité physiquement, évidemment. Et même si tu peux l'atteindre, ce lâcher prise, ou avec de l'expérience, tu l'atteins plus facilement, t'es pas bousculé pareil que sur un ring, où là, en fait, t'as pas le temps de réfléchir. Il faut agir, réagir, être dans l'action immédiatement, parce que sinon, ça peut être dangereux, même pour toi. Donc, ce truc vraiment de ici et maintenant, on réfléchit pas. C'est une grande force aussi, je pense, au niveau de l'esprit, d'avoir cette réactivité. Est-ce que ça joue sur le stress, sur toutes tes émotions, en fait, qui est concentrée et que tu dois gérer un petit peu tout en même temps? C'est ça qui te fait te pousser, en fait? Ouais. Et qui te fait grandir jusqu'à ce titre que tu as eu?
Je pense que ça m'a aussi peut-être surtout appris à rebondir, tu vois. Parce qu'on fait tout le temps des erreurs où la vie, elle s'en charge pour nous. Et parfois, tu sais, on reste un peu comme ça pétrifié ou amorphe. Et du coup, la boxe, ça m'a aussi appris à rebondir, à se relever en fait, à se relever. Parce que dans la boxe, tu portes des coups, mais il n'y a pas que ça. Tu apprends à esquiver, tu apprends à remiser, à riposter. Tu tombes, parce que dans ma discipline aussi, il y a des projections, donc on peut faire tomber son adversaire. Tu tombes par terre, et qu'est-ce qui se passe ? T'as pas le choix, tu te relèves. Et ce qui compte, c'est pas que tu sois tombé, c'est ce que tu fais après la chute. Et ça, toi, tu le vois au niveau sportif, mais en fait, ça te suit dans ta vie du quotidien. En fait, on a l'impression que c'est, oui, elle est tombée au combat, mais c'est un état d'esprit qui te suit au quotidien, c'est ça ? Absolument. Quand j'ai démarré la boxe, donc je t'ai dit, d'un coup, j'ai réalisé que j'étais forte et je me suis sentie forte. Et ça, c'est devenu un petit peu comme une drogue, entre guillemets, tu vois, continuer à ressentir ça, à me prouver ça. Et puis, en apprenant tous ces mécanismes de la combativité à travers le corps, puisque la boxe c'est physique quand même, t'apprends à porter des coups, à esquiver. En fait, derrière, j'ai été capable de mieux me défendre dans la vie, de mieux me protéger, de mieux rebondir. Et d'avoir moins peur aussi. Je sais pas si on peut vraiment dire de la peur, mais tu sais, dans mon métier, je dois beaucoup solliciter des gens. Je dois beaucoup contacter des personnes, les convaincre que mon spectacle, il faut l'acheter, ou que mon atelier, il est super. Donc, et ça, avant de pratiquer la boxe, j'avais hyper peur de prendre mon téléphone et d'appeler les gens. J'attendais d'être prête, mais d'être hyper carrée, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, travailler toutes les questions qu'on pourrait me poser. Parce que tu ne vends pas un produit immobilier. Là, c'est finalement toi que tu vends. Donc, si toi, tu as déjà des doutes sur toi-même, j'imagine à quel point c'est compliqué de te vendre quand tu as déjà ces doutes-là à l'intérieur. Ouais. Et puis, les personnes en face le sentent quand t'es pas sûr à 100%, que tu veux bien faire, que tu veux les convaincre, que finalement t'as besoin d'eux. Et puis grâce à la boxe, j'ai commencé un peu à m'en foutre et tu vois, à me dire non mais attends, c'est bon, j'appelle, je passe un coup de fil, c'est juste un coup de fil. Je passe le coup de fil. En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, l'ancrage dans l'instant présent. C'est-à-dire que tu te dis pas et si, après. Ouais. Tu penses vraiment à l'instant présent, tu passes, t'actionnes, et puis après, c'est un autre moment et tu n'y penses pas. Ouais. Ça m'a appris à être plus spontanée et à me faire beaucoup plus confiance. Parce que aussi quand même, au bout de quelques années, j'ai la formation, j'ai l'expérience, j'ai le réseau, j'ai fait des trucs quand même. Bon, mon discours, je le maîtrise. Même si c'est un truc un peu différent d'habitude, a priori, je vais m'en sortir. Et j'ai constaté quand même que plein de mecs autour de moi, ils se prenaient pas la tête autant que moi. Est-ce que tu dirais qu'à un moment, on s'auto-spoil sur des choses, en fait, qu'il y a même des fois pas de fondement, mais que on se kill tout seul, en fait? Ah oui, on s'auto-censure. Moi, je pense que j'ai loupé plein d'opportunités parce que je me disais non, t'es pas prête, attends d'être prête. Et maintenant, j'attends plus d'être prête. Je pense que ça peut aller encore plus loin, mais j'attends plus d'être prête. Et du coup, il y a des trucs super qui tombent, d'autres qui tombent pas, mais au pire, quoi. Au pire, on me dit non, c'est pas le moment. Au pire, la fenêtre, non. Du coup. Au pire, la fenêtre. Au pire, la fenêtre, voilà. Et par rapport à ces fameux titres, donc vice-championne de France, c'est ça? En gym. En gym. Oui. Et là, t'es 2 fois championne de France et championne d'Europe en boxe. Ouais. Tu te souviens de chacun de tes combats? Oui. Après, pas de chaque instant. Enfin, j'ai des images, des sons, des impressions aussi qui me reviennent. Par exemple, mon avant-dernier combat, j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'étais
j'avais une de mes meilleures copines qui était décédée cette année-là. Beaucoup de surentraînement, j'étais vraiment fatiguée. Ce combat-là, j'avais vraiment pas envie de le faire. Et pendant le combat, je sentais à un moment vraiment que je dominais. Et là, je me disais, mais j'ai pas envie d'être là, mais qu'est-ce que ça me saoule. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de dormir. Ouais. Dans le canapé avec une petite série. Ouais, c'est ça. Ah, je rêvais de ça, vraiment. Et qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là où tu te dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Est-ce que tu te souviens d'un truc où tu te dis, voilà, entre guillemets, quand faut y aller, faut y aller. Est-ce que tu as un regain de quelque chose, une pensée, un mantra, je sais pas, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu as une sorte de rituel aussi ou quelque chose qui te pousse ou un objet que tu regardes, tu vois, qui te fait te dépasser? Alors, quand je monte sur le ring ou quand je m'apprête à monter sur scène, je parle à mes morts, en fait. Donc, j'ai 2 tontons qui sont décédés et donc une de mes meilleures amies, Mélanie, qui est décédée aussi. Donc maintenant, voilà, je leur parle à eux. Dans mon sport, dans le Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise, c'est très ritualisé. Et il y a une dimension spirituelle qui est omniprésente. Et c'est pour ça aussi, je pense que ce sport m'a autant plu. Enfin, cet art martial m'a autant plu. Parce que c'était pas que 2 personnes qui montent sur un ring et qui se battent. Il y a des prières. C'est pas des prières à Dieu. C'est des prières où on est reconnaissant envers notre entraîneur, nos entraîneurs, notre famille ou nos anciens, le public. Donc évidemment, pour moi, ça me parlait énormément. Il y a aussi une danse ancestrale qu'on n'est pas obligé de faire en France. Enfin, en Thaïlande non plus, on n'est pas obligé de la faire. Mais moi, j'aime bien le faire parce que c'est un endroit où le combat, il a déjà démarré. Bien sûr, pour gagner un combat, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect mental. Il faut prendre l'ascendant mentalement sur l'adversaire. C'est très important. Donc même si j'ai hyper peur quand je monte sur le ring, que juste avant de monter, je me dis mais pourquoi tu t'infliges ça, franchement j'essaye de surtout pas le montrer et d'avoir l'air d'être chez moi. Et que elle, c'est mon invitée. Ok. Et donc, je choisis, moi, de vraiment jouer le jeu des rituels à fond, mais aussi parce que ça me porte aussi, parce que ça me galvanise, ça me permet de vraiment de me mettre le fuego à l'intérieur. Ouais, j'allais dire de ne pas te sentir seule parce que tu laisses peut-être entrer plein de choses et tu te dis, voilà, je suis peut-être pas toute seule. Absolument, ouais. Ah bah, je me dis, là, vraiment, non, je ne suis pas toute seule. Il y a du monde avec moi. Et puis, c'est aussi une manière d'honorer le public qui s'est déplacé. Ça, en tant qu'actrice, c'est super important pour moi. Et donc, je fais la totale. Je fais aussi la danse qui s'appelle le ramoué. Et souvent, mes adversaires ne le font pas. Donc, elles sont obligées d'attendre que je termine. Et puis moi, c'est un moment où je continue à me galvaniser. Et puis, c'est combien de temps, à peu près? C'est quelques minutes. Ça peut être... après, il y a autant de ramoués qu'il y a de combattants. En France, je fais pas trop longtemps non plus parce que c'est pas la Thaïlande. Si l'autre attend non plus. Oui. Non, puis il y a les spectateurs et les officiels, les juges et tout, donc on peut pas faire 10 minutes non plus, mais je le fais quand même quelques minutes et après voilà, le début du combat. Mais là, il y a déjà peut-être un petit ascendant qui est mentalement qui est gagné sur l'adversaire. Et aujourd'hui, j'ai lu que c'était aussi quelque chose qui faisait partie de ta vie parce que tu as pu le mettre dans ton jeu d'actrice, c'est ça? Oui, alors j'ai... Ou de metteur en scène peut-être même, je ne sais plus. Ouais, et d'entrepreneuse. J'ai plusieurs passions dans ma vie, donc le théâtre, la boxe thaïlandaise et aussi l'entrepreneuriat. La pédagogie, on va dire. Donc j'adore monter des formations, créer des ateliers. Et je rêvais de créer un atelier pour transmettre à d'autres femmes ce que moi, la boxe m'a transmis, m'a permis de découvrir. C'est pas que ça m'a transmis, c'est que ça m'a permis de découvrir que j'avais en moi cette force, cette résilience et que je pouvais appliquer dans ma vie d'une manière très naturelle
tous les mécanismes psychiques de la combativité. Sans parler de combat ou d'être agressive ou ce genre de choses. Sur juste un développement, tu t'es rendu compte que ça t'avait épanoui aussi, sûrement. Oui, tout à fait. Donc, j'ai longuement réfléchi à une forme que pourrait prendre cet atelier. Je suis très impliquée enfin, j'ai des vraies idées féministes sur, par exemple, le plafond de verre dont les femmes sont victimes de par la société, mais aussi le plafond de verre interne dans lequel on reste enfermé, sur les croyances limitantes. Sur l'éducation aussi qu'on a pu avoir. Enfin, je veux dire, il y a plein de paramètres, en effet, qui font que ce plafond est là et qui est alimenté quasiment au quotidien. Absolument. Et tu vois, à force d'y réfléchir, à force de regarder aussi chez moi comment ça avait impacté ma vie, vraiment en toute humilité, je me suis dit je vais pas changer le monde. Donc, le plafond de verre qui existe dans la société, je peux pas y faire grand chose, en tout cas pas en 6 mois quoi. Donc sur quoi je peux agir? Je peux agir sur le plafond de verre interne. Comme moi, mon plafond de verre a commencé en tout cas à se fissurer depuis quelque temps. C'est mon plafond de verre interne. La société, elle évolue d'une manière très positive, mais on n'y est pas encore. Mais par contre, moi, mon évolution, elle a été vraiment réelle sur ma perception de moi-même, sur comment je me voyais, sur comment je me vends aussi. Quand on me demande mes tarifs, maintenant, on a tendance à se sous-vendre. Bref, toutes ces choses-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi... dans ce que tu veux apporter, c'est certes la société où il y a plein de choses qui existent, mais c'est comment on actionne. Comment est-ce qu'on fait pour... Parce que je pense que beaucoup de femmes savent ça aussi. Sauf que comment je fais parce que ma posture aujourd'hui ou mon mental me permet pas de transformer, d'avoir cet effet de bascule. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de femmes qui se posent cette question, qui travaillent dans le milieu de l'entreprise et qui se disent mais pourquoi Jean-Yves, lui, il va demander une augmentation tous les ans, tous les 2 ans, pourquoi moi je le fais pas? Pourquoi quand j'ai un entretien d'embauche, j'ai des prétentions salariales inférieures, etc. etc. Donc dans cet atelier que j'ai construit, que j'ai inventé, je mêle boxe thaïlandaise, mais vraiment à un niveau accessible à toutes. Les femmes, si elles sont pas du tout sportives, j'ai même eu une femme enceinte une fois qui est venue, donc évidemment tout est adaptable et on se met le challenge physique qu'on veut. Oui, c'est histoire aussi de remuer le corps, comme tu disais, il y a l'esprit mais il y a le corps aussi, et de se remettre dans le présent. Absolument. Et travailler en non-mixité, donc pouvoir avancer entre femmes qui dans un endroit où vraiment la parole se libère sur plein de choses, sur la maternité, sur leur place dans l'entreprise, avec plein de belles choses qui sont dites, leurs ambitions aussi, tout ça est hyper bien accueilli. Il n'y a pas que des exercices physiques, il y a aussi des exercices, beaucoup plus d'introspection, de partage, un tout petit peu de prise de parole qui n'est pas du tout présentée comme ça, parce que je trouve que c'est toujours hyper effrayant de dire bon bah voilà, maintenant c'est à vous, parler devant tout le monde. Donc c'est pas du tout amené comme ça, mais dans les faits, c'est ma volonté de leur permettre de franchir cette petite step, donc par un moyen détourné. En fait, elles doivent présenter, au lieu de se présenter elles présentent un rôle modèle féminin qu'elles ont. Okay. Et ça, c'est un exercice que j'adore parce que déjà, on découvre plein de femmes qu'on ne connaissait pas, qui ont accompli des choses absolument incroyables. Et elles se sentent investies d'une mission pour nous les présenter, pour les faire vivre, pour les défendre, parce que souvent, elles ont été invisibilisées, ces femmes-là. Et c'est un moment qui est parfois même très émouvant. Ah, mais j'imagine que ça libère, comme on dit tout à l'heure, il y a plein de choses inconscientes qu'on traîne. Tu parles de ce plafond de verre, mais toutes les injonctions de la société de l'éducation qui font que on entasse et tu dois toi retirer les petites couches. C'est ça. Ouais. Et ça peut exploser. Mais ça fait du bien, c'est libérateur aussi. Il faut.
hyper libérateur. Et puis, ça crée un groupe. Ça crée un vrai groupe où y a pas. Moi, j'avais déjà compris qu'il fallait surtout pas qu'il y ait de notion de performance dans cet atelier. Donc, on vient pas pour atteindre un résultat physiquement. On vient pour découvrir la boxe thaïlandaise si on connaissait pas du tout. Et en apprenant certains mouvements de la boxe thaïlandaise, eh bien, découvrir quelques mécanismes psychiques de la combativité. Et puis un petit exercice à la fin aussi, on peut se dépasser un peu plus si on veut, qui est en groupe où les filles encouragent celle qui est en train d'effectuer l'exercice. Donc ça, c'est hyper... en fait, ça fout la chair de poule à chaque fois. Tu recrées tes petits groupes de copines un petit peu, hein, comme tu as pu avoir finalement. Mais oui, c'est vrai. Tu retransmets ce côté bienveillance qu'il y avait et en même temps un peu fun que tu réimportes ici. Et ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu vas faire bientôt. J'ai cru savoir que tu étais raffiliée à un centre de formation, c'est ça? Absolument. Oui, c'est fait par Valentin. C'est ça, exactement. Donc cet atelier, pour le monter, j'ai dû le tester déjà. Okay. Je l'ai testé dans le cadre de mon BPGEPS. Donc j'ai passé un diplôme pour devenir coach sportive, pour avoir quand même la légitimité sur tous les plans pour monter cet atelier. Et donc dans le cadre du BPGEPS, il fallait créer un atelier. Donc c'était évidemment ça que j'avais choisi de créer. Et donc voilà, donc je l'ai réalisé dans ce cadre-là. Et maintenant, j'ai rencontré donc Valentin de JEA, avec qui on partage les mêmes valeurs. Et l'idée l'a énormément séduit. Je pense qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire avancer les choses et qui veut donner la possibilité aux femmes aussi de se développer de manière sereine dans leur entreprise, en se délestant d'un certain nombre de croyances limitantes qui les empêchent d'avoir les carrières qu'elles rêveraient d'avoir ou qui leur permettent pas de s'accomplir autant qu'elle le voudrait. Et puis incarné par en effet quelqu'un qui a un parcours expérimenté où tu as pu toi approuver tout ce que tu vas apporter sur cette formation. C'est aussi important que d'avoir uniquement, entre guillemets, un formateur sur des choses très scolaires finalement. Toi, tu vas apporter du jeu, tu vas apporter du théâtre, il y a plein... Enfin, j'ai hâte, moi, déjà. Mais viens Ouais, je prends la date à la fin de l'émission. Écoute, avec grand plaisir. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est juste de la théorie, ça fonctionne pas. Il faut... puis c'est pas marrant. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'amuse pour intégrer les choses. Avec ton parcours, tout ce que tu viens de nous dire, là, il y a que ça de vrai, en fait. Tout ce que tu as expérimenté, sans expérimentation, c'est pas que ça fonctionne pas, mais ça parle moins, en tout cas. Oui, moi, ça passe par le corps, en tout cas, pour moi. Mais j'ai quand même une petite partie chiffres, statistiques. Parce que je pense qu'aussi, pour aller plus loin, c'est important d'avoir en tête des statistiques. Parce que ça, c'est pas du sentiment. Ça peut pas questionner des stats, des chiffres, des études. Donc avec une petite prise de conscience, même si c'est déjà des choses qu'on perçoit, parce que les femmes qui viennent dans cet atelier, elles sont déjà dans une démarche de développement personnel quelque part. Elles ont déjà ce petit sentiment de si j'avais plus confiance en moi, peut-être que j'aurais le même salaire que Jean-Yves. Donc elles sont déjà un petit peu là-dedans, et en leur donnant des chiffres, ça leur permet de se dire aussi mais en fait j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui ressentais ça. Sentir moi seule, c'est exactement ce que j'allais te dire. Et elles se rendent compte que toutes les autres sont dans les mêmes situations, ressentent les mêmes choses, et ça donne de la force, ça donne... C'est important parce que même si en effet entre copines elles se disent toutes la même chose, on peut dire l'une est galvaudée par ça, l'autre est altérée par ça, et finalement les chiffres ne trompent pas. Et c'est, oui, il faut faire quelque chose où, en effet, il y en a qui ont osé, pourquoi pas moi? Exactement. Parce qu'au pire, finalement, il y a toujours une fenêtre, quelque part. Non, puis au pire, on nous dit non. Et puis, on va squatter une autre porte. Ouais. Bon, c'est beau. Tu vas nous poster ça très rapidement, parce que cet atelier, il fera fureur. Ça va être en petit groupe?
C'est bien qu'il y ait au moins une quinzaine de participantes. C'est bien qu'il y ait une quinzaine de participantes pour qu'il y ait un petit effet de groupe quand même. Si c'est peut-être 5-6 personnes, les femmes ont vraiment l'impression, si c'est des hommes c'est la même chose, mais que le focus est vraiment sur ces personnes et ça prête moins à se lâcher, je trouve. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, avec tout ça, on va pouvoir venir à tes formations, pouvoir suivre un petit peu plus là où tu nous emmènes, parce qu'il y a plein de belles valeurs, en tout cas, au travers de tout ce que tu nous as raconté là pendant 1 heure. C'était hyper intéressant, très chouette. Sur tes réseaux sociaux, pour consulter tout ça, pour te suivre ? Ouais, c'est ça. Oui. Et puis, cet atelier, il va être intégré là à l'offre sur l'organisme de formation de JEA. Et puis, oui, moi, Instagram, voilà. Bon, super. Voilà, il vous reste plus qu'à suivre tous ces réseaux. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en ta compagnie. C'était très chouette, il y a plein de choses à retenir. Je repars de là, moi aussi, tu vois, boostée, en disant, allez, c'est parti, on va aller défoncer des portes. Et, non, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis. Et puis, merci à vous aussi de nous avoir regardé, écouté, voilà, tout ce bon moment. Et puis, vous n'hésitez pas donc à aller voir sur le site de JEA pour les prochaines formations. Et Alix, évidemment, relaiera sur ses réseaux. Merci pour tout. Merci à toi, Mélie. Merci pour ton écoute et toutes tes questions très pertinentes. C'était un super bon moment pour moi aussi. Pour moi aussi. On se dit de toute façon à très bientôt. Ça marche, à très bientôt. Merci. Merci à toi.